Maxime de Rostolan, merci d'être venu dans nos locaux pour répondre à nos questions. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les internautes de Bio à la Une? Alors, je suis papa, déjà, de 2 enfants. Et je suis ingénieur de formation. J'ai terminé mes études et puis j'ai fait un tour du monde en camion sur le thème de l'eau. Et en rentrant, j'ai voulu partager un petit peu et essayer de diffuser les messages sur le développement durable, quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai créé une collection d'outils pédagogiques sur le développement durable, des vieilles affiches, enfin des affiches illustrées qui reprenaient le concept des vieilles affiches qu'on avait dans les salles de classe pendant des années. Et puis, j'ai découvert le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature. Ça m'a fait tomber dans la permaculture. Et donc, j'ai passé pas mal de temps dans la ferme du Bec et Loing entre 2010, 2011, 2012. Et j'ai compris qu'il fallait essayer de faire la révolution dans le modèle agricole. Et donc, je me suis formé au maraîchage. Donc, j'ai fait un BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Tu as réussi à le faire là-bas, c'est ça, à la ferme du Béclan? Je l'ai fait à distance en fait à Combourg, donc il y a un CFPPA, donc un centre de formation professionnelle pour adultes, et le stage je l'ai fait effectivement au Bec et Loing, à la ferme du Bec et Loing. Et en 2013, j'ai quitté Paris avec ma femme et mes enfants pour m'installer en Touraine et créer une ferme expérimentale dont l'objectif initial était de prouver que l'agriculture naturelle était plus rentable que l'agriculture industrielle et chimique. Ce qu'on a eu du mal à prouver, et je vous expliquerai pourquoi. Et donc j'ai passé 1 an et demi les mains dans la terre, et puis l'association Ferme d'Avenir s'est développée, donc j'ai embauché des personnes pour travailler sur la ferme, et j'ai créé plusieurs programmes, formation, les concours, le Tour Ferme d'Avenir, et beaucoup de lobbying, donc dans le cadre de cet objectif ambitieux qui est d'accélérer la transition agricole. Donc ça c'est Ferme d'Avenir, et puis depuis, j'ai quitté Ferme d'Avenir et j'ai monté un mouvement de lobbying citoyen avec les jeunes de la bascule. Et entre-temps, j'avais créé Bluebees, qui est une plateforme de financement participatif entièrement dédiée à l'agroécologie. Donc c'est une plateforme qui permet à toute personne d'investir dans des projets d'agriculture et d'alimentation. De ne pas mettre son argent à la banque, mais plutôt de le mettre chez Bluebees pour aider les projets à se monter. Exactement. Alors c'est pas de l'argent qui est disponible, c'est de l'argent qui est disponible à terme, c'est-à-dire que ce sont des prêts avec échéance. Donc on ne peut pas retirer son argent du jour au lendemain, mais néanmoins, c'est des projets sur lesquels on peut gagner 2% d'intérêt, ce qui est quand même 4 fois le livret A. Donc s'il y en a qui ne savent pas forcément quoi faire avec leur argent, c'est une solution intéressante. C'est une solution pour votre argent et pour les personnes qui font les campagnes, puisqu'en fait, c'est des gens qui ont besoin d'aide et que les banques n'aident pas forcément. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Alors, à travers ton expérience et toutes les recherches que tu as pu mener, quel constat tu fais de la société dans laquelle on vit actuellement? C'est une question peut-être un petit peu vague, et peut-être le constat que tu fais peut-être de la manière dont on produit de la nourriture aujourd'hui. Ouais, c'est bien de resserrer parce que c'est vrai qu'on veut partir, enfin que il y a il y a un faisceau d'indicateurs qui va quand même dans le même sens, qui n'est pas le bon sens. Et si on se lance sur une analyse globale de la société, ça va prendre des heures, des pages, des années. La manière dont on produit la nourriture, en fait, moi, il y a toujours ce même chiffre, et je suis pas lassé de le répéter, mais c'est le chiffre qui m'a fait plonger, et donc j'aime bien le redonner. C'est qu'en 1940, avec 1 calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires, et aujourd'hui, il faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. En gros, on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Alors juste pourquoi? D'abord, les méthodes de production, avec force phyto, et donc c'est des dérivés de la pétrochimie, hein, les phytosanitaires, les engrais, avec beaucoup de mécanisation. Deuxième raison, c'est le côté mondialisé de l'alimentation qui fait que quand vous avez quelque chose dans votre assiette, c'est pas rare qu'il ait parcouru 1000 ou 2000 km avant d'y arriver, c'est du pétrole. Le corollaire de ça, c'est qu'il faut emballer. Donc là, c'est à nouveau du pétrole. Et en quatrième raison, c'est le modèle alimentaire qui est beaucoup plus carné qu'à l'époque de nos grands-parents. Et donc, c'est évidemment bien plus énergivore. Et je donne un bonus, on a un truc en plus gratuit, c'est que comme on a tiré le prix de l'alimentation vers le bas depuis les années 60, hein, d'ailleurs dans la fin des années 60, les ménages consacraient 30% de leur budget à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 11 à 13%. Donc on a divisé par 3
la part du budget qu'on donne pour se nourrir. Et donc comme on a tiré les prix vers le bas, ça choque plus personne, mais il y a 30% de ce qui est produit qui est jeté sans être consommé. Et ça vient gréver ce bilan énergétique global. Donc ça, c'est le premier constat, c'est de dire qu'en fait, on n'est pas du tout efficace et qu'il y a une gabegie énergétique. Tant que le baril vaut $60, de toute manière, voilà, toute la filière se fiche d'utiliser trop de pétrole. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et donc ça, c'est vraiment sur l'aspect écologique, sur l'aspect social. Enfin, il suffit de regarder ce qui est devenu le métier d'agriculteur. Il y a Benoît Biteau qui est un député européen qui est paysan et qui dit je suis petit-fils d'agriculteur, fils d'exploitant, et lui se bat pour redevenir paysan, quoi. Et on a perdu cette notion, ce lien à la terre. Les gens sont dans leurs gros tracteurs et il y a de moins en moins de gens dans les champs. Et alors, bien sûr, le travail de paysan est dur. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut vider les campagnes et faire en sorte que tout s'automatise ? On est maintenant dans des fermes qui sont très grandes, qui sont standardisées, ils ont des protocoles pour épandre leurs produits. Voilà, il n'y a plus de lien à la terre, et on le voit bien dans l'écosystème, quoi, dans la destruction de nos paysages, dans la destruction des campagnes. Et c'est quand même terrible aujourd'hui de traverser la France et ces centres-bourgs déserts. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup, socialement ou même humainement ? Les agriculteurs ont perdu le sens de leur métier, quoi. Les paysans n'ont plus de sens et on sait, il y a 2 fois plus de suicides chez les agriculteurs que dans les autres mondes. Et voilà, c'est assez terrible, je trouvais. Pourtant, cette activité qui est répétée tous les jours et qui pourrait être le prétexte de se poser des questions sur le monde qu'on est en train de dessiner et sur le monde qu'on voit émerger sous nos yeux, malgré ça, en fait, ça change pas. Je pense qu'un des problèmes, sans vouloir faire une analyse du pourquoi de tout ça, mais le pourquoi, ça reste l'argent, ça reste la quête de toujours plus d'argent, toujours de la croissance, etc. Et tous les intermédiaires, alors que clairement pour produire, on sait qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, pour produire des légumes, il faut un petit bout de terre, un petit peu d'eau, un petit peu de soleil, et globalement avec de la matière, on remet de la matière organique dans les sols, on sait le faire basiquement, mais ça convient pas du tout au système. Il faut vendre des trucs en plastoc, il faut vendre des outils, il faut vendre du pétrole, il faut vendre des produits phytosanitaires, il faut vendre des cagettes, enfin... Alors oui, bien sûr, l'utopie de dire tout le monde peut revenir dans son jardin et peut être autonome, ça n'arrivera pas. Mais entre cette utopie-là et la dystopie qu'on est en train de vivre, où clairement le monde est en train de se dérober, enfin la beauté du monde est en train de se dérober sous nos yeux, quoi, et à l'échelle de notre vie. Mais c'est ça que je trouve fou, c'est qu'il y a des dizaines de générations avant nous. Enfin, genre l'agriculture, elle a 12 000 ans, et puis là... En quelques années, on a vu disparaître 60% des animaux sauvages, 80% des insectes, 80% des emplois. Enfin, le naufrage de notre civilisation arrive sous nos yeux. Et je pense que l'alimentation est un bon prisme par lequel évaluer la catastrophe qui vient. Et comme tu dis, tout ça pour l'argent. Parce qu'au final, globalement, le problème, si on peut appeler ça un problème, est beaucoup plus large, parce que l'argent, il nous sert à, si on peut dire, sortir de ce qu'on pense être une misère, pour atteindre un idéal qui, collectivement, fait rêver, lié au plaisir, lié au bonheur, tout ça. Donc même si on s'intéresse qu'à l'agriculture, qu'à la nourriture, finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus général à essayer de percevoir, comprendre. Ah oui, ce qui est sûr, c'est que c'est la quête humaine, la quête des humains en ce moment, et qui n'est pas une quête spontanée, je veux dire, elle est quand même produite. Enfin, la publicité, tout ça, ça nous conditionne beaucoup. Enfin, moi, quand je faisais de l'éducation à l'environnement et au développement durable, je m'intéressais un petit peu aux autres qui faisaient ça, et je regardais combien on était, et je regardais le budget qu'on avait à nous tous, quoi. Si on allait taper 30 millions à tous les opérateurs de l'EEDD, donc l'éducation à l'environnement et au développement durable, si on allait taper 30 millions, c'était le bout du monde déjà. La pub en France, c'est 20 milliards par an.
Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles et on nous balance en permanence des rêves qui ne sont pas les nôtres. Là maintenant, enfin, je sors un peu du sujet, mais j'étais dans le métro en venant. Dans le métro, maintenant, il y a des écrans énormes sur les quais. Je veux dire, on se bat et on nous dit surtout, les enfants, il ne faut pas leur mettre d'écran. Putain, maintenant, quand on amène son enfant dans le métro, on lui impose ces écrans, et en plus c'est même pas des trucs qu'on a choisis, c'est des trucs hyper agressifs de consommation, enfin qui conditionnent notre espèce, quoi. Bref, tout ça pour dire que c'est évidemment systémique, ça dépasse évidemment la question de l'alimentation, bien que elle devrait être centrale, hein. Si demain il reste qu'une activité, c'est celle de se nourrir, hein. Donc on pourra peut-être même plus se déplacer comme on le souhaite, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de se nourrir. Et donc, oui, c'est une idée qu'on se fait du monde, et aujourd'hui, je trouve triste et terrible que tout soit géré par ça. Ça arrive à des situations dans lesquelles un gars a capitalisé l'année dernière suffisamment pour régler à lui tout seul le problème de l'Amazonie, des retraites, des hôpitaux, de l'éducation nationale. Un mec, quoi. Moi, voilà, et je comprends qu'on soit indigné, qu'on soit révolté, et on voit ce que ça donne. Enfin, moi, ma femme est brésilienne. Les énormes fermes au Brésil où il y avait du pâturage extensif, etc. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tiens, si on met du maïs OGM, en fait, on va engraisser plus vite, on va faire plus d'argent. Mais les mecs ont déjà des trucs qui font 50 000 hectares, quoi. Et ils veulent toujours plus. Et ce toujours plus nous emmène trop loin. En tout cas, le raisonnement elle-même, c'est aussi ça qui fait que... En tout cas, globalement, c'est vrai que quand on essaie de comprendre le monde, le constat est assez noir. Mais il faut essayer de rester positif si on veut entrer en transition. Si on peut dire, est-ce que la meilleure façon, c'est pas de trouver les alternatives qui ont de l'avenir et de travailler dur pour les mettre en pratique? Ce que tu as peut-être tenté de faire, réussi à faire avec Ferme d'Avenir. Ouais, bien sûr. Non mais, clairement, enfin là, quand on pose le constat, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont noires dans ce monde et à tout point de vue. Pour autant, on n'a qu'une vie. On on se souhaite qu'elle soit le plus heureuse possible. Et pour ça, on ne peut être que dans des dynamiques positives, de construction, d'espoir, évidemment. Et il y en a, mais ça demande, de l'honnêteté intellectuelle. Je fais partie du mouvement Extinction Rebellion, et le premier pilier d'Extinction Rebellion, c'est se dire la vérité. Dire la vérité. Et donc, cette vérité, elle fait mal à entendre. Mais il faut la dépasser. Enfin, il faut absolument que tout le monde l'intègre. Et juste pour clore ce passage collapso, mais donc ce qu'on appelle la collapsologie, qui a été vraiment théorisé et très bien expliqué par Pablo Servigne, il parle des collapsologues, donc ceux qui s'intéressent à ça, les collapsonautes, c'est ceux qui sont complètement fans et qui rentrent dans le truc, etc., et qui creusent. Et il a récemment parlé d'un nouveau mot qui me parle, qui est collapsosophe. C'est-à-dire qu'en gros, tu comprends que ça arrive, mais tu le prends avec sagesse, tu l'accueilles, tu vis avec ça. C'est pas, j'ai mes périodes où je m'en fous et je regarde le monde va bien, etc. Et puis tu fais un déni, tes politiques de l'autruche, etc. Et après, parfois, je m'intéresse à ces sujets. Il n'y a pas une dichotomie entre ces deux mondes, c'est vraiment, on le vit avec. Et donc, collapsosophe. Et donc, une fois qu'on a compris ça, et qu'on se dit, il est en train d'arriver ce qui est en train d'arriver. Quelle est ma place et comment, moi, je peux vivre ma vie le plus harmonieusement possible avec ce qui se passe et le plus sereinement possible. Et donc, évidemment, là, il y a plein de choses à faire. Et les premières choses qui deviennent des fiertés, on connaît tous, beaucoup de gens connaissent Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. C'est marrant, c'est important, ces deux mots. Être sobre, mais on est heureux de l'être. En fait, moi je prends plus l'avion depuis 6 ans, c'est un bonheur, c'est un kiff de se dire je ne prends pas l'avion. Et en fait, réussir à vivre ça, et donc dans les petits gestes qui à la base peuvent paraître des sacrifices, manger moins de viande, pas manger de tomates en hiver, voilà. Tous ces trucs-là qui à la base sont vécus comme des efforts, et en fait, réussir à en prendre le bonheur. Et ça, c'est, je pense, que l'absosophe d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est le premier étage. Ensuite,
comme tu le dis, il y a moyen d'aller plus loin et de consacrer la majeure partie de son temps éveillé, donc son temps professionnel, à trouver des solutions. Et là, oui, il y a des alternatives qui existent. Et comment on évalue si une alternative, elle est viable ou pas? Il y a plein de... si elle est, je veux dire, durable, si elle est responsable. Déjà, regarder faire son analyse de cycle de vie, quoi. Regarder si, in fine, on produit plus d'énergie qu'on en consomme, ou le contraire, et savoir si on fait du bien ou si on fait de l'entropie et de l'agitation, et finalement quelque chose qui n'est pas utile. Et il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas, je dis des bêtises, mais demain, déjà, produire de la nourriture, quelqu'un qui décide d'aller plus loin, et à plusieurs étapes, hein. Déjà, d'être autonome chez lui, puis peut-être en faire son métier, ou aider des paysans, ça c'est quelque chose, on est sûr que c'est bon. Faire de l'éducation, être enseignant par exemple, c'est quelque chose, on est sûr que c'est bien. Travailler dans la santé, pareil. Et puis il y a d'autres trucs qu'il va falloir inventer. Et moi je pense qu'il y a des choses, notamment sur le plastique. Il va falloir essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive à inscrire dans une forme de viabilité économique le fait de récupérer du plastique et de nettoyer la planète. Il y a la même chose sur les arbres. Il faut planter des milliards d'arbres. On nous dit qu'il faut planter 1200 milliards d'arbres si on veut séquestrer le carbone qui a été émis depuis le début de l'ère pré-industrielle. 1200 milliards d'arbres, sachant qu'il y a 3000 milliards d'arbres dans le monde. Donc il va falloir y aller, quoi. Donc c'est un gros sujet, c'est un gros chantier. Moi, il y a un truc qui me passionne aussi, c'est comme ne prenant plus l'avion et ayant une femme brésilienne, je suis un peu embêté depuis 6 ans, et je me dis, il faut relancer une compagnie, et moi j'aimerais beaucoup, j'y réfléchis, lancer une compagnie de transport de passagers à la voile. Moi, mon rêve, c'est d'ouvrir 3 lignes. On fait Brest-New York, La Rochelle-Rio et Marseille-Bastia, et on offre une alternative. Créer des vraies alternatives réelles. Et voilà. Parce que comment tu vis actuellement tout ça? Parce qu'elle, j'imagine qu'en 6 ans, elle est peut-être retournée. Est-ce que toi, tu as essayé de la sensibiliser et tu as réussi ou tu n'as pas réussi ou... Alors, ma femme est sensibilisée à toutes ces choses-là, ce serait difficile étant donné... Mais je peux pas interdire... Il y a des cas de figure majeurs. Enfin, il y a des cas de figure dans lesquels c'est pas possible forcément de faire autrement. Et ma femme va voir sa famille une fois tous les 2 ans. Et voilà, une fois tous les 2 ans, et voilà, elle grille notre quota avec les enfants. Mais c'est pour dire aussi peut-être qu'il faut chercher un idéal, mais parfois on peut pas, entre guillemets, faire autrement, et puis il faut avancer aussi comme ça. Non, mais il y a plein de gens qui sont prêts à faire des petits pas et qui disent je peux pas encore aller jusqu'au bout, et bien sûr, en fait c'est une question de dynamique. Ça veut dire déjà être dans la dynamique, c'est contribuer au début de la solution, quoi. Ouais. Et là, moi, ma femme, je dis pas qu'elle est dans le début de la dynamique, je dis on a réduit au maximum, mais en fait, elle peut pas ne pas voir sa famille moins d'une fois tous les 2 ans, donc c'est ce qu'elle fait, elle est au taquet là-dessus. Ouais, parce que tu dis que ça grille un peu ton bilan carbone. Est-ce que par exemple c'est quelque chose que tu essaies de faire tous les ans et que tu conseilles à faire à chacun, essayer de voir un petit peu, de prendre conscience de ce qui est émis par l'alimentation, les transports et le reste? Alors, je le fais pas précisément. Après, j'ai signé un engagement auquel je suis presque prêt à le tenir, mais c'est l'engagement de résistance climatique, ouais. qui propose, donc Claire et Gildas Verret qui ont lancé Ferme d'Avenir à l'origine avec moi, et qui ont monté Horizon Permaculture et plus récemment Résistance climatique, et qui engagent les gens à... Ils disent, voilà, si on veut tenir l'objectif de l'augmentation de plus 1,5 degré, voilà ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous vous engagez à le faire, vous? Est-ce que vous entrez en résistance, vous? Et donc, je l'ai signé. Le seul truc que je ne peux pas faire, c'est les 2000 km par an en voiture. Habitant à la campagne, c'est un petit peu compliqué. On essaye voilà. Mais ne rien acheter de neuf, ouais, bien sûr. Le jean que j'ai acheté 13 € dans une friperie, ça fonctionne, quoi. J'achète plus rien de neuf. Mais déjà, prendre conscience que le problème ne vient pas forcément que des autres, mais aussi de son impact personnel. Ça, c'est clair. Vous pourrez le mettre en commentaire de la vidéo, mais il y a une super infographie de Novetic sur la base du rapport BL Évolution, qui montre ce qu'il faudrait faire réellement si on voulait tenir en dessous des 2 degrés. C'est quelque chose d'héroïque.
réussir à faire ça, Ouais. enfin presque héroïque. Donc faut pas se faire mal non plus à se dire oh là là, oh là, là je suis au-dessus de la tonne et demie à laquelle j'ai droit. Mais avoir toujours conscience, ça permet de pas déraper quoi. Et pour d'un côté ça peut tranquilliser les citoyens et de l'autre côté ça peut aussi faire flipper, mais il y a un autre rapport très intéressant du Shift Project, donc de Carbone 4, qui montre que si tout le monde était héroïque au point de ce que préconise BL Evolution, et ben même ça ne participerait qu'à un quart de l'effort qu'il faut faire pour tenir nos objectifs. Autrement dit, c'est bien l'État et les entreprises, c'est bien le modèle in fine qui doit changer. Et sans ça, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que seuls nos petits gestes ne suffiront pas. Et c'est ce que disait Nicolas Hulot en disant les petits pas, c'est plus de l'heure des petits pas. Et c'est vrai que le colibri a un peu de plomb dans l'aile en ce moment parce qu'on se dit non, mais je fais tout mon maximum, je trie, je mange bio de saison, pas de viande, je prends pas l'avion, etc. Mais ça continue, les émissions continuent à exploser. Et c'est systémique. Donc, mais ce qui est certain, c'est que si nous, citoyens, ne montrons pas et n'affirmons pas par nos comportements que c'est bien ce monde-là, que c'est bien un autre monde qu'on désire, les politiques et les dirigeants n'auront jamais le terreau suffisant pour enclencher. Et donc, c'est absolument indispensable que tout le monde fasse de son mieux. Il ne faut pas se flageller non plus s'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Mais honnêtement, il y a des trucs, moi je pensais pas être capable de le faire. Moi j'ai arrêté la viande du jour au lendemain, après avoir vu le film Cowspiracy. J'invite les gens à regarder ce film. C'est pas du tout des trucs d'abattoir où ça fait peur. C'est un truc vraiment genre factuel sur le poids écologique de manger de la viande. J'ai vu ça, moi j'étais avec mon petit frère qui est ingénieur d'une grande école. Il m'a dit non, mais c'est pas possible, ces chiffres ils sont pas vrais. Il a dit demain je passe la journée à vérifier les chiffres, si c'est vrai je deviens végétarien. Je fais ok, bah pareil. Ma femme elle a dit pareil. Pourtant ses parents sont éleveurs, hein, vous imaginez. Et du jour au lendemain on est passé, et j'adorais la viande. Hein. J'adorais, j'ai plus jamais mangé, enfin si, je mange de la viande juste quand quelqu'un à table a vu l'animal vivant. C'est-à-dire quand je suis chez un éleveur, il a sacrifié sa viande, sa bête, bah, je considère que je fais honneur à son sacrifice, donc j'ai mangé de la viande 4 fois en 5 ans. Quoi. Ouais, parce que je me souviens, on avait déjà interviewé Xavier Mathias, que tu connais bien, et il nous dit que le véganisme, le végétarisme, c'est bien, mais ça colle pas, selon lui, à une réalité qu'il y a dans la ferme, le fait d'être proche des animaux. On peut toujours être proche des animaux, mais si on ne les mange pas, il faut aussi savoir quoi en faire. Il y a un retour à la réalité qui n'est pas évident. Si vous voulez, moi je peux tirer un tout petit peu dessus parce que on peut faire une petite, juste sur cette histoire-là, ouais, bien sûr, évidemment, les animaux ont beaucoup d'intérêt dans l'écosystème et il est important d'avoir des zones pâturées et il y a des endroits dont on ne saurait pas nous gérer s'il n'y avait pas les animaux pour le faire. Enfin, vous avez essayé d'en mettre en place à la ferme d'Anières, des zones aussi pâturées, que ce soit pas que du maraîchage? Alors nous, c'est une petite ferme, on a eu la première année 2 porcs et on a eu des poules. Mais c'est une petite ferme d'1 hectare, donc on ne peut pas avoir de bêtes plus grosses sur site. Mais même hein, sur une ferme maraîchage, on peut faire des apports de fumier, des apports extérieurs, mais qui viennent de juste à côté. Mais il n'y a pas besoin forcément d'avoir... Le modèle de polyculture élevage est absolument désirable, important dans les états généraux de l'alimentation. Donc j'ai participé à l'atelier sur la transition écologique et on a essayé de porter cette idée de mettre la polyculture élevage comme référence pour la ferme France à la plus petite échelle possible. Au début, on disait pratiquement chaque ferme devrait faire de la polyculture élevage. Et évidemment, au niveau des syndicats, ça bloquait un petit peu. Et puis, on nous disait, ouais, puis la France, elle est en polyculture élevage. Regardez, on fait des porcs en Bretagne, on fait des céréales ici, on fait. Ne prenez pas pour des débiles, mais en gros, l'animal est important. La question, c'est est-ce qu'on est forcément obligé de le manger à la fin? Je ne sais pas. Si jamais on considère qu'effectivement, ça va un peu loin, mais c'est des potes véganes qui m'ont aidé sur ce sujet à valider deux, trois de leurs concepts qui, à la base, peuvent paraître vraiment extrémistes. Mais imaginez juste, si jamais on dit effectivement nos écosystèmes, c'est notre patrimoine. La biodiversité, les différentes races, c'est du patrimoine.
Un patrimoine, ça se préserve, comme un patrimoine culturel. Et pour préserver le patrimoine culturel, qu'est-ce qu'on fait? On a des musées, on a des gens qui sont payés, qui sont des fonctionnaires, qui préservent ça, et en fait, ça n'a pas ça n'a pas de modèle économique, mais c'est important parce que ça fait partie de l'écosystème. Et en gros, on pourrait dire demain qu'il y a des éleveurs, peut-être un peu moins. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'élevage industriel n'a aucun sens. Mais pour cet élevage paysan, etc., on pourrait aussi dire, finalement, il n'y a pas forcément besoin de tuer les bêtes à la fin. C'est un peu... je sais que ça peut choquer des gens, mais je me pose vraiment des questions. On bute 1000 milliards d'animaux par an pour bouffer, quoi. Enfin, en tout, enfin, avec les dommages collatéraux, avec la pêche, etc. Ça, enfin, je veux dire, quelle espèce peut imaginer que son écosystème va tenir alors qu'elle défonce toutes les autres, quoi. Je sais que c'est un sujet hyper sensible. C'est moins sensible que l'avion. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde dit « Oui, moi je mange moins de viande et tout ». J'invite tout le monde, tous ceux qui disent « Je mange moins de viande », à faire 2 semaines sans viande du tout. Juste pour se rendre compte à quel point, quand on dit « Je mange peu de viande », en fait, on en mange tout le temps. Parce qu'en fait, ne pas manger de viande, ça veut dire ne jamais avoir le choix. Quasiment. Tu vas au resto, tu vas dans une boulangerie acheter un sandwich, tu n'as jamais le choix. Hier, j'étais au concert de soutien aux grévistes, il n'y avait que des jambons beurre, quoi. Je n'ai pas mangé. C'est vrai qu'il faut tout remettre en question aussi dans sa tête, et c'est comme quand on parle de bio, on ne peut pas faire une transition si on continue à avoir le même régime alimentaire. Il faut se poser beaucoup de questions et puis après essayer de trouver aussi des solutions. Parce que... La beauté, quelque part, c'est si jamais on arrête la viande, à iso-coût, à iso-budget, on peut tout passer en bio, son alimentation. Bonne nouvelle, on fait ça dès demain. Je voulais réagir sur ce dont on parlait tout à l'heure. On parlait un peu de savoir si une alternative pouvait avoir de l'avenir, comment on peut en être sûr, etc. Là, souvent, quand on se pose ce genre de questions, on fait souvent appel à la raison. En opposé, quelle place a eu peut-être l'intuition dans les choix que tu as fait, en sachant que l'intuition, c'est une espèce de vérité universelle qui vient directement. Vérité universelle, je suis pas sûr. En tout cas, c'est sa propre vérité. En tout cas, c'est message qui derrière doit être validé, mais... Moi, je suis ingénieur. Quand tous les scientifiques du monde disent warning, je me dis, bon, a priori, il y a warning. Quand il y a un débat, vous voyez, un truc sur la raison, sur le nucléaire, par exemple, sur les OGM, c'est 2 sujets qui ont d'ailleurs été traités en parallèle, c'est pour ça que je le fais de temps en temps, par Jean-Paul Jeu dans son super film Tous cobayes. Le nucléaire, c'est un sujet, en fait, la raison est hyper complexe. La raison a du mal à dire s'il faut ou pas du nucléaire. Quand un mec aussi affûté que Jean-Marc Jancovici se fait le défenseur du nucléaire en disant la raison me fait croire que tous les pays en développement vont vers notre mode de développement. Oui, bien sûr, c'est dommage, c'est fâcheux, et nous devrions leur donner un autre objectif en réduisant nous-mêmes et en leur permettant d'avoir un autre phare. Mais comme on ne va pas faire ça, eux ils vont faire ça, ils vont se développer, si jamais c'est pas du nucléaire, c'est du charbon, c'est mort. Et donc il dit ça. Et souvent, voilà, la raison, chacun la place un petit peu aussi là où il veut. C'est-à-dire que souvent les agriculteurs qui disent je fais de l'agriculture raisonnée, okay. Raisonner selon quoi? Ouais, selon quoi? Quelle raison? Et donc c'est plutôt de l'agriculture intuitive, du coup. Mais sinon, quelle est la place à l'intuition? Je sais pas. Je pense que si on se reconnectait en tant qu'humain à la nature, on sait quand on saigne la nature, on sait quand on lui fait mal. Je veux dire, il y a un truc... Il n'y a personne qui peut être dans un avion, connecté, aligné avec lui, avec le vivant, il peut se dire, tiens, en fait, c'est tranquille. C'est tranquille, et ce que je vais faire avec... et je vais passer 10 jours à découvrir une nouvelle culture, etc. C'est ok. C'est ok pour la nature. Maintenant, en fait, quelqu'un qui est vraiment connecté à ça, au vivant, peut... C'est bon. Ouais, il est... c'est un petit problème technique. Et donc, voilà, je pense que pour avoir les bonnes intuitions, encore faut-il être aligné. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens préconisent, ils disent l'écologie extérieure, elle ne peut advenir que s'il y a une vraie écologie intérieure. C'est peut-être justement pour créer ces passerelles
intuitive entre ses propres actes et l'effet papillon que ça fait sur le vivant, quoi. Et pour les autres. Peut-être que ça fait partie du prisme un peu qu'il faut essayer de voir, différent de celui dont on utilise pour voir la réalité un peu différemment. Ce qui permet aussi, effectivement, pour voir la réalité différemment, et ses besoins. C'est-à-dire que si on est aligné sur soi, en fait, on sait qu'on n'a pas toutes ces pubs là, de conneries de bagnole, de SUV, de conneries de je sais pas quoi, enfin, ils n'arrêtent pas de nous... En fait, j'en ai pas besoin. Moi, si je suis en paix, j'ai pas besoin de ça. Et sérieusement, et c'est peut-être pour pervertir notre intuition qu'on nous balance de la pub en permanence aussi. Hein. Ouais, moi j'invite les gens à aller embrasser un arbre, quoi. Et passer 1 heure à embrasser un arbre. Honnêtement, c'est... La première fois, ça t'a fait bizarre ou tu t'es... Les premières fois, c'est toujours bizarre. Ouais, il faut me mettre seul et puis après on assume et puis... Et voilà, et puis donc du coup, on en plante. Pour revenir un peu sur Ferme d'Avenir, parce que globalement, tu as essayé de convaincre qu'une ferme de 1 hectare ou plus ou moins, ça pouvait être économiquement viable. 2 questions, est-ce que tu as réussi à le démontrer, de 1, et de 2, qu'est-ce que tu penses aussi de l'expérience qui a été menée au Bec et Loin, qui a plus ou moins fait la même chose, mais sur une surface beaucoup plus réduite, sur 1000 m², plutôt en pratiquant la micro-agriculture bio-intensive. Donc c'est peut-être un petit peu dans le détail, mais... Déjà, pour répondre, je vais le faire chronologiquement. Le Bec et Loin est clairement antérieur à Ferme d'Avenir, et le Bec et Loin a montré des choses incroyables. Le Bec et Loin est une ferme luxuriante, magnifique, appétissante. Quand on se dit, ah putain, si toutes nos campagnes ressemblaient à ça, ce serait super. C'est beau, je sais pas, vous y êtes allé, là. Ouais. Voilà, c'est un truc, clairement, ça touche. Et je pense d'ailleurs que passer quelques jours dans des univers, dans des environnements comme ceux-ci, ça peut aider les gens à shifter, quoi. Donc l'expérience du Bec et Loin est super intéressante, et elle a montré en effet que sur 1000 m², on arrivait à sortir énormément de sous, etc. Nous, on a voulu non pas faire ça sur une surface plus grande forcément, on s'est juste dit, ce qui manque dans l'étude du Bec et Loin, c'est la phase initiale. L'INRA et AgroParisTech, donc François Léger qui a mené l'étude qui a rendu le Bec et Loin célèbre, s'y intéressait alors que la ferme avait déjà 4-5 ans. Donc ils ne connaissaient pas les conditions initiales, de sol, les productivités au départ, les sous qui ont été mis, le temps de travail qu'il a fallu pour mettre en place ce système. Et donc ils disaient en gros, on montre un système déjà presque abouti, quoi. Et c'est précisément la phase d'installation ou d'amorçage qui est la plus compliquée et que tous les partisans du modèle dominant de l'agrochimie pointent du doigt en disant non mais c'est pas possible. C'est pas possible, on sait pas. Et comme ça n'avait pas été renseigné, on s'est dit, et en accord avec les gens du Bec et Loin et avec François Léger, on s'est dit ce serait pas idiot d'étudier une ferme depuis le départ. Donc nous on est parti sur un terrain qui était, ça ressemblait à un terrain de foot, quoi. On a transformé un terrain de foot avec l'idée de partir de zéro et d'être viable 4 ans après, c'est ça ? C'était le pari. Et comme tout pas, non, pas pari tenu. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que on est sur un modèle où on veut que les conditions de travail soient désirables, décentes. Nous, les maraîchers à la ferme, ils sont 35 heures et ils sont payés plus que le SMIC. Ça n'existe pas. Je veux dire, il n'y a pas un maraîcher qui bosse 35 heures, un maraîcher à son compte. Donc les maraîchers, ils ne comptent pas leurs heures et ils ne sont pas payés le SMIC, quoi. Et nous, c'est SMIC, même pas en cotisant solidaire, etc. C'était avec une asso, donc on avait des charges, etc. Donc, en gros, on arrivait à produire. À terme, on a dû se rendre à l'évidence. L'agriculture, la permaculture n'est pas une recette magique qui permettrait demain de rendre une ferme pas rentable en un truc super profitable. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a, à moins de vendre les légumes 4 fois trop cher et donc juste à des niches, à des restos étoilés, etc. Si on veut vendre localement aux gens et que les gens reviennent régulièrement, il faut vendre à des prix normaux et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le modèle économique et notamment tous les lobbyistes de l'agro-industrie, de l'agrochimie, il y en a 2000 à temps plein à Bruxelles, qui défendent les intérêts de l'agrochimie et qui façonnent, qui charpentent le modèle pour qu'il soit totalement favorable à l'agrochimie, à des gros investissements,
à des gros tracteurs, à de l'endettement, à des filières longues, à des intermédiaires, etc. Et ils n'arrivent même pas, enfin, c'est même pas qu'ils n'arrivent même pas, ça les intéresse même pas, mais en faisant ça, ils ne pensent même pas à la base à l'agriculteur qui, lui, pour un tiers d'entre eux, dans l'agriculture industrielle et chimique, un tiers des agriculteurs vivent avec 350 € par mois. Enfin, je veux dire, dans quelle société on est? Les personnes qui nous nourrissent vivent avec 350 € par mois, il y a 2 fois plus de suicides qu'ailleurs. Donc nous, il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'on a montré en revanche, parce qu'il y a quand même ce constat d'échec, c'est un constat que beaucoup pouvaient prévoir et nous prédisaient. Mais, mec, tu vas pas montrer que tu arrives à payer des gens, et sinon il y aurait plein de gens qui seraient candidats à être salariés dans une ferme. Ce qu'on a montré en revanche, c'est que on peut produire bien des super beaux légumes, qu'on sait produire densément. On augmente la productivité par unité de surface. Pas autant. Nous, on donne plus de soins pour produire. Donc on augmente la productivité par unité de surface. Pas en augmentant la surface. Mais pas en augmentant la surface. Et là où un mec tout seul sur son tracteur peut gérer 200 hectares, 300 hectares de céréales, et donc faire un chiffre d'affaires énorme, ce qui ne préjuge pas de sa marge et de son résultat à la fin, au bout du compte, mais lui, il peut faire beaucoup de chiffres d'affaires. Nous, on est plutôt sur des plus petits chiffres d'affaires, mais plus précis. Et donc, on arrive à faire des beaux légumes, très, très denses. On arrive à trouver les clients, donc les débouchés qu'il faut, à des prix un peu plus élevés, mais voilà. Et on montre qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Ça, c'est les 4 premiers... Ça, c'est ce qu'on a montré sur les 2 premières années de Ferme d'Avenir. 2, 3... Enfin, qui s'est confirmé sur la suite. Qui, moi, a été important sur les 2-3 années qui ont suivi, c'était de montrer qu'en plus, produire de cette manière-là, régénérer les écosystèmes, donner du sens au travail de plein de gens, ça avait des bénéfices pour la société. Qui ne sont pas chiffrés. Qui ne sont pas chiffrés, exactement, qui ne sont pas rémunérés. Et globalement, un mec qui va arrêter de mettre des intrants sur son exploitation, d'ailleurs, le terme est quand même vachement fou, hein. Enfin, exploitation. Moi, j'aimerais bien qu'on change ce terme. Je sais qu'il va y avoir une levée de... et exploitant aussi. Ouais, exploiter, on exploite la terre. Enfin, je veux dire, il y a un moment où non, on travaille en harmonie avec la terre. Bref. Un mec qui va arrêter de mettre du poison sur sa terre, il va aider à préserver la qualité de l'eau. Donc, il va économiser des dépenses d'adduction d'eau potable, puisqu'en fait, il va lui-même produire l'eau potable. Et bien, en fait, qu'on le rémunère pour ça. Un mec qui plante des haies, ou qui plante des arbres, il va capter du carbone. Par les troncs, mais aussi dans la matière organique le taux de matière organique de sa terre qui va augmenter, et donc il va séquestrer du carbone. Mais attendez, juste dans 10 ans, on va courir derrière on court déjà après la montre, hein. Mais il faut capter du carbone. Donc un mec qui nous aide à le faire, et en plus c'est son métier, si en plus ces arbres, il peut à terme en faire du bois d'œuvre, ou pendant toute leur vie en récupérer des fruits, on montre qu'il y a plein de trucs qui sont des services que l'agriculteur pourrait rendre, qui aujourd'hui sont hors du scope des économistes, des dirigeants en tout cas. Il y a beaucoup d'économistes qui s'intéressent à ces sujets-là, mais évidemment, comme on considère que le PIB, le PIB, c'est hors champ. Et toutes ces choses-là, moi, c'est pendant les 3 dernières années de Ferme d'Avenir, ça a été mon dada, ça a été d'aller faire du lobbying et essayer de faire comprendre ça avec une marotte qui s'appelle la comptabilité en triple capital. Parce que finalement... C'est violent, la comptabilité en triple capital, si vous voulez, on en revient après. Nous, on est perdus. Parce que globalement, et ça fait aussi partie, je pense, du constat, il faut repenser le modèle d'une structure agricole ou d'une ferme. On ne peut pas essayer de reprendre ce qui existait pour le retransformer. C'est pour ça, peut-être que tu as essayé de créer un nouveau métier, celui de péiculteur. C'est une espèce de manager de ferme, de structure. C'est peut-être pas un métier qui existait avant. Il faut aussi repenser les choses vraiment en profondeur. Je vais me faire défoncer si je laisse passer manager, mais c'est pas un manager de ferme. En gros, je pense t'avoir entendu dire ça dans une interview, mais c'est aussi pour que les gens comprennent ce que ça veut dire. En gros, le péiculteur, l'idée, pour moi, c'est un ingénieur de projet alimentaire territorial. Il faut repenser... C'est pas un manager. C'est pas un manager, mais c'est quelqu'un qui va permettre à des dynamiques locales autour de l'alimentation de se créer. Typiquement, c'est un mec qui
Et nous, on forme des gens qui comprennent le monde de l'agriculture, qui comprennent l'agroécologie, qui savent aider, qui connaissent le concept des filières, etc., qui savent aussi tout le plaidoyer dont on parle là, qui met en avant tous les services que rend l'agriculteur. Et donc c'est quelqu'un qui, sur un territoire, va pouvoir se faire l'artisan d'un nouveau modèle. Et comment il le fait? Il va identifier des parcelles qui ne sont pas cultivées, ou des parcelles à reprendre, ou des parcelles à convertir à l'agroforesterie. Il va aller parler avec des agriculteurs et dire « T'as pas envie, toi, de te convertir à l'agroécologie, à l'agroforesterie ?» Le mec, il va dire « Bah oui, mais bon, voilà. » Et puis donc, c'est faire du lien sur le territoire, dire « Ah, il te faudrait ça, il faudrait des débouchés. Si jamais demain, au lieu de vendre à la coopérative, tu imaginais vendre ton blé pour faire de la farine, il faudrait un meunier. Ah, super. » Le mec, il va aller voir « Tiens, toi, il y a l'ancien moulin, là, t'es au chômage, ça te dirait pas de reprendre ce truc-là ?» Il y a des trucs à agiliser comme ça, et tiens, dire à la commune, vous voulez donner du bio, mais regardez, si jamais vous achetez le pain bio pour l'école, potentiellement ça peut relancer le meunier, ça peut faire que le gars il va se convertir. C'est des ingénieurs de projets alimentaires territoriaux. Et en fait, on l'a inventé avant que les projets alimentaires territoriaux ne soient formalisés comme ça l'est, et je galérais à expliquer cette idée de pays-culteur, et on en a formé, on a fait 3 promotions, donc il y a eu, je crois, 50 personnes formées, et il y a une dizaine ou une douzaine de projets de territoire qui sont vraiment nés, et qui sont encore en activité et qui continuent de faire évoluer le territoire. Et quand le concept de projet alimentaire territorial est arrivé, je me dis, mais c'est bien sûr, c'est ça, c'est un ingénieur de projet alimentaire territorial. Et le côté manager fait peur à plein de gens et a raison, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas rajouter un intermédiaire, c'est pas un gars qui va contrôler. Parce que du reste, les coopératives font quelque part, hein, en disant bon écoute, moi je te vends ta cam si jamais tu achètes mes intrants. Si tu n'achètes pas mes intrants, bah, en fait je te vends pas ton truc. Là pour le coup ça a dévié. Mais moi l'idée de pays-culteur elle est totalement différente et je vous invite à inviter un pays-culteur ici pour qu'ils viennent vous raconter ce qu'ils font sur leur territoire parce que c'est des projets très concrets quoi. C'est des projets très concrets. Peut-être ce que nous aussi tu peux nous dire, c'est que, parce que globalement il aide à l'insertion de nouveaux maraîchers, etc. Parce que la réalité du métier de maraîcher c'est extrêmement dur. C'est pas comme on peut l'imaginer, on va planter des légumes, la vie est belle, on admire les fleurs, etc. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait un peu de devenir maraîcher? Parce que selon un peu le couple bourguignon, par exemple, c'est le métier le plus dur du monde avec celui de médecin. Ouais, je pense qu'être ouvrier dans une usine au 3-8, ça doit pas être simple non plus. Ah non, pas difficile, mais plutôt au niveau de vraiment toutes les connaissances qu'il faut avoir, sûr, pardon. Et aussi du quotidien. Ouais. Là, il y a les deux, effectivement. Et un Xavier Mathias qui est un trésor vivant et qui est intarissable, on le prend sur un légume et c'est parti, il peut écrire un bouquin sur chaque légume. On comprend qu'il y a un savoir incroyable. Il y a du bon sens et une forme de connexion au vivant. Il y a des gens qui le sentent mieux que d'autres, hein, ça c'est clair. Moi je l'ai remarqué, il y a des gens, on dit la main verte, d'autres qui ont... Voilà. Moi j'ai trouvé ça passionnant, hyper diversifié. C'est-à-dire que contrairement à l'image qu'on a de travaux vraiment rébarbatifs à l'infini, etc., sans moule, évidemment il y a des tâches comme le désherbage. On passe du temps à 4 pattes dans le champ, quoi. Mais on peut varier. La permaculture, en tout cas, avoir une ferme très diversifiée, permet aussi de varier les activités qu'on va faire dans une journée. Et moi, c'est ça que j'avais trouvé génial. C'est la diversité des gestes et de ce qu'on apprend. Et moi, en montant la ferme, donc j'avais fait mon BPREA, un stage. Donc franchement, on n'est pas maraîcher au bout d'un BPREA et un stage. C'est clair. Il faut au moins 5, 10, 15 années pour arriver à une forme d'automatisme et anticiper, etc. Et d'ailleurs, il y a un des meilleurs maraîchers au monde qui vient en France régulièrement, Jean-Martin Fortier, donc qui est un ami et qui lui commence à déployer, à aider des fermes à se créer en France. Ce que je veux dire par rapport à la complexité de ça, c'est qu'en plus aujourd'hui vient s'ajouter une autre donnée, c'est que la moitié des gens qui veulent s'installer sont des néo-ruraux.
comme moi, voilà, des gens qui n'ont pas d'héritage paysan, qui ne sont De... pas issus du monde agricole. Et honnêtement, autant quand on a grandi sur les tracteurs, dans les champs, avec les saisons, avec les différentes récoltes, on a un truc, voilà, l'enfance a permis d'acquérir un certain nombre d'automatismes, d'une compréhension. Quand on arrive, quand on débarque de Paris, qu'on a 30 ans, qu'on a toujours habité en ville, et qu'on pense qu'on va réussir ça, il y en a qui y arrivent, qui sont des bûcheurs, des gens qui lâchent rien, et il y en a qui prennent plus de temps. Moi, le vrai enseignement que j'ai tiré de regarder, à force de regarder ces gens-là, c'est qu'en fait, c'est pas tant la performance rapide qui les intéresse, c'est la quête de sens, c'est le rythme qu'ils donnent à leur vie, l'environnement qu'ils choisissent pour eux et leur famille. Et en fait, ça compense voilà, les imperfections du départ. Et ils font évidemment un sacrifice sur leur niveau de vie, sur niveau version par le prisme du PIB, quoi, par le prisme de l'argent, sachant que leur niveau de vie est vachement meilleur sur plein d'autres aspects. Côté, mais ça monte de l'autre, au final ils y trouvent plus de sens. Et c'est fou le nombre de gens, qui vont vers ça. Moi je suis. Il faut les inciter, il faut continuer à le faire. Ah bien sûr, mais bien sûr. En revanche, il ne faut pas leur faire croire qu'ils vont pouvoir devenir riches ou qu'ils vont pouvoir... Non, c'est beaucoup de boulot. Et s'ils comptent pas leurs heures, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de pénibilité, etc. Le métier d'agriculteur, ce serait bien qu'il soit reconnu comme pénible vraiment, quoi. Ouais. Et en parlant encore de nouveaux métiers, qu'est-ce que tu penses du métier de sylvanier? Un peu ce qu'on imaginait, Perrine et Charles, qui est un petit peu plus à mi-temps, si on peut dire, et qui est moins contraignant, mais qui est nouveau aussi parce que c'est travailler sur un nouveau modèle qui existe que dans certaines fermes, sur le jardin-forêt, mais qui n'est pas du tout démocratisé. Comme ce que font toujours Perrine et Charles, je trouve que c'est super intelligent. Enfin, je trouve que c'est un super... ça coche énormément de cases, quoi. Ça coche la case de planter des arbres, de refaire des écosystèmes, et donc de la biodiversité. C'est nourricier. C'est une activité qui est flexible. C'est-à-dire qu'en gros, on peut effectivement, avec une forêt comestible, passer un tiers-temps ou un mi-temps si jamais on a une grosse forêt, et puis on vend un petit peu. Et je pense que c'est tout à fait en phase avec notre époque. Il va falloir diversifier nos boulots et s'offrir de la flexibilité, et ça en fait partie. Et je pense que en termes de résilience, et ça c'est super important, la résilience de systèmes comme ceux-ci est bien plus importante que de la monoculture, et donc il faut le faire. Donc du coup... Et en tout cas, l'avenir n'est pas écrit, donc même si aujourd'hui il y a des obstacles, avec de la créativité, on peut aussi plus ou moins tout surmonter. Qui doute une seconde que l'homme ne soit pas assez intelligent pour s'en sortir? La question, c'est quelle barrière on lui met. Enfin, tu vois, je suis persuadé, l'homme arrive à imaginer. Là, il y a un mec qui nous dit qu'on sera 1 million à habiter sur Mars en 2050. Donc, l'homme ne se fixe pas... Ouais, il a dit ça ce matin. Ne se fixe pas de limite dans ce domaine, dans cette direction. Sur la survie et la préservation de notre espèce sur Terre, bien sûr qu'on va avoir plein de super surprises, on les attend. Et surtout, moi, le vrai truc qu'on combat, c'est de dire il ne faut pas que le modèle économique qui nous est imposé comme un dogme soit un frein à cette créativité. Or, aujourd'hui, ça l'est un peu, quoi. En tout cas, c'est dur aujourd'hui quand on trouve... Je sais pas, je pense au mec qui a inventé Algopac ou des trucs comme ça, des alternatives au plastoc, ou des alternatives au pétrole, etc. Et en fait, on voit les bâtons que ces gens-là ont dans les roues par les lobbyistes, des bâtons mis par les lobbyistes, des industries qui ont investi tellement. On comprend une entreprise qui a investi des milliards sur 25 ans, elle veut surtout pas que son modèle économique soit sapé à l'année 3 parce qu'il y a un gars qui a inventé un truc propre et qui va... Mais c'est aussi qu'il ne faut pas forcément exclure, mais il faut inclure. Parce que c'est peut-être aussi un des préceptes que tu as voulu mettre, un des principes de la permaculture. À partir du problème, on a la solution. Ouais. Et je t'avais entendu parler
enfin, du fait qu'il fallait plus ou moins pas oublier les grandes surfaces, par exemple, si on parle d'alimentation, parce qu'il ne faut pas essayer de les exclure, mais les inclure dans la solution. Aujourd'hui, ils vendent la majorité des fruits et des légumes. Donc imaginez qu'on pourrait démocratiser à l'échelle nationale les AMAP, les magasins bio, c'est une bonne idée, mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est surtout une question de réalisme là aujourd'hui, c'est de dire 85% des fruits et légumes se vendent en grande surface, donc je dirais pas, c'est pas, je serais pas, il faut les inclure, bien sûr, c'est non dual et on est tous dans le même bateau et il y a des gens très bien, mais vraiment il y a des gens très bien qui bossent dans les entreprises qui pourtant sont aujourd'hui pointés du doigt pour tous les dégâts qu'elles peuvent provoquer. Et il y a des gens super, qui sont des complices, qui pensent clairement que le monde va mal, qui croient profondément qu'ils peuvent changer les choses de l'intérieur et qui le tentent. Donc ces gens-là, il ne faut pas juste dire « Ah, tu vas chez Carrefour, je sais pas quoi ». Par contre, je ne dis pas qu'il faut les inclure ou quoi, je dis on fait avec, on compose avec, et moi, ce que j'ai tendance à dire, et puis je fais partie d'un comité de transition alimentaire d'une grande marque de grande distribution, et donc ce que je veux faire, moi, c'est les pousser le plus loin possible et essayer d'aller d'être le plus radical possible et voir jusqu'où ils suivent et en fait peu à peu les discours qui étaient radicaux hier deviennent audibles. Enfin, clairement, on parlait d'anticapitalisme, etc. il y a 10 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, moi, ça m'arrive de faire des conférences dans des banques où je tiens des discours très anticapitalistes et où j'explique qu'il n'y a aucun moyen, enfin ça n'existe pas, et j'invite tout le monde à regarder la fabuleuse vidéo d'Arthur Keller sur le sujet, qui montre qu'il n'y a pas de décorrélation possible entre la croissance et l'exploitation des ressources. C'est-à-dire que tant qu'on veut de la croissance, on augmentera l'exploitation des ressources. Ça, il faut le dire. Donc il va falloir à un moment ou l'autre vraiment considérer la décroissance du PIB. C'est pour ça que je parlais de la comptabilité en triple capital. C'est-à-dire que moi, ce que je pense vraiment, et ça, c'est ce que j'essaye... Quel est, moi mon point d'accord mon point d'accord avec les entreprises, c'est le jour où elles acceptent de changer leurs indicateurs et leurs méthodes comptables, au moins en interne, et je leur demande de faire je l'ai dit 3 fois, donc je vais expliquer vite fait ce que c'est. La comptabilité en triple capital, c'est arrêter de compter seulement le capital financier, il faut aussi compter le capital naturel et le capital humain. Et en gros, regardez dans le bilan comptable, clairement quels sont ses impacts sur la santé, sur la vie, sur le social et sur la nature. Intégrer ça dans le bilan comptable, et moi, mon rêve demain, c'est que les impôts soient indexés sur cette comptabilité en triple capital. Et là, en fait, on a résolu le problème. Et là, on pourra parler de croissance. On va croître sur une comptabilité intégrale. D'abord, on rêve, et puis après, ça se met en pratique. Ouais. Non, mais bien sûr. D'abord, on rêve, et après, ça se met en pratique. Mais et entre-temps, il y a quand même des gens qui bossent. C'est-à-dire que moi, je suis là et je parle de ce truc-là. Je comprends rien à la comptabilité. Enfin, je comprenais rien à la comptabilité il y a 4 ans. Mais j'ai rencontré des gens, ça fait 40 ans qu'ils bossent sur ces sujets. C'est des mecs brillants qui cherchent avec des équipes universitaires qui bossent sur ces trucs. Et c'est prêt. Et quand même, il y a des trucs, il y a des solutions qui sont prêtes. Ça attend le bon moment, peut-être. Ouais, je croyais avec une poêle à Greta comme on a en ce moment, je croyais que c'était le bon moment. Et peut-être que... Ouais. En tout cas, l'ONU dit qu'on est quand même en course contre la montre. Donc, ouais, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore dans les voyants positifs, mais en tout cas, il faut l'être. Parce que tu citais tout à l'heure Arthur Keller, là. Toi, le titre de ton livre, c'est « On a 20 ans pour changer le monde ». Est-ce qu'il ne faudrait pas dire « On a 20 ans pour changer 2 mondes » ? Parce que lui, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il ne faut pas changer la société, il faut changer 2 sociétés. Enfin, on parle un peu de radicalité, il faut aller vraiment dans ce sens-là, peut-être pour... Mais là, tu vas à l'encontre de ce que tu disais juste avant sur l'inclusion. C'est-à-dire que changer de monde, ça veut dire, bon, bah écoutez, vous n'avez rien compris, désolé. Pour moi, on a 20 ans pour changer le monde, et ce qui va se passer, c'est qu'on va changer 2 mondes. C'est-à-dire que, globalement, si on n'arrive pas, nous, à changer le monde, là, et à le faire shifter, et à le faire... Enfin, il va se passer ce qui va se passer, ça risque d'être dur, hein, comme en Australie, au Brésil, ailleurs, etc. Et ça, c'est juste les manifestations, comment dire, en fumée. Enfin, voilà,
mais il y a d'autres choses, il y a des trucs sanitaires qui vont arriver, il y a les choses sociales avec les migrants qui vont décider que, enfin, comprendre que vivre là où ils sont aujourd'hui ne peuvent plus, donc ils vont bouger. Donc il va se passer ce qui va se passer, et on est en train de changer de monde quand même. Enfin, ouais. Ah bah l'effondrement a déjà commencé, Ouais. on peut pas trop le nier. Bah, il y en a plein qui le nient, hein. Il y en a plein qui récusent le mot. Hein. Ouais, bien sûr. Après, le mot peut faire peur aussi, c'est peut-être... Mais c'est normal que ça fasse peur. Ce qui est en train d'arriver est quand même... Enfin, on a perdu 80% des insectes, 66% du vivant, enfin des animaux sauvages. Ce qui arrive est terrible. Alors évidemment, nous on est dans nos petits... Ce qui arrive, mais ce qui n'est pas forcément perçu. Ouais. Quand on est comme ça hors sol, est-ce qu'on s'en rend compte? Non. Non, Ce qu'on se rend compte, c'est que les médias nous tapent sur la tête constamment. Et puis, si on éteint la télé, si on ferme la radio, au final, le problème est résolu. Ouais, mais il est résolu si... Enfin, dès lors qu'on est aligné, dès lors qu'on est centré, je pense que le problème, on sait qu'il existe. Ce qui n'empêche pas de trouver son bonheur ici et maintenant. Il faut. On n'arrivera pas à inventer un nouveau monde où il est inimaginable, où il est inconcevable que des gens en colère, pas alignés, vénères, soient capables de nous dessiner un monde paisible comme celui qu'on aimerait voir demain. Donc il faut absolument... Ce côté centrage, je pense, est indispensable. Il peut prendre le temps qu'il prend. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, réussir dans cette société à trouver son bonheur, c'est déjà super. Si les gens qui ont réussi à trouver leur bonheur et à comprendre comment être alignés ont de l'énergie pour préparer la suite et proposer une alternative, super. Et en fait, c'est avec ces gens-là qu'on aime travailler aussi. J'avais une petite question sur le bio, parce qu'il y en a beaucoup, des fois qui sont un petit peu dépassés par tout ça, qui ont besoin un peu de concret, qui trouvent dans le bio une solution qui est bonne. Qu'est-ce que globalement toi t'en penses du bio, dans le sens où actuellement le bio c'est surtout le respect d'une réglementation. Enfin, on est loin de ce que Jack Kaplan il disait un peu son modèle idéal basé sur les réflexions de Pfeiffer ou Howard. Le bio actuel, oui, c'est un produit qui est plutôt sans chimie qu'un vrai produit bio. Bah déjà, c'est un peu symptomatique, tu dis le bio. Non, on dit la bio. Enfin, bio. Ouais, mais le Parce bio, que nous, le bio, c'est de l'industriel, et la bio, ça va être plus... Enfin, c'est plus de l'agriculture bio. Et effectivement, on sait que les fondements de la bio, ils sont bien plus larges qu'un cahier des charges. Et des vrais agriculteurs bio, ils vont bien au-delà du cahier des charges. Hein, ils rajoutent plein de dimensions sur la biodive, sur la manière de bosser, sur la manière de commercialiser. Pour eux, c'est un tout. Après, il faut des cahiers des charges, il faut des labels. Moi, je pense que on peut pas s'en passer, parce que sinon, après, on tombe dans le truc de l'agriculture raisonnée. Ouais, c'est un gars du coin, il bosse bien. Attends, moi entre le local et le bio, local et la bio, je veux dire, là, chez nous, en Indre-et-Loire, on est parmi les champions d'utilisation des pesticides. Donc moi, je préfère pas bouffer local. Hein. Enfin, si c'est local pour bouffer plein de pesticides, je préfère bouffer bio d'un peu plus loin. Mais il me semble que c'est important. Et ce qui est sûr, c'est qu'à minima, ça limite les problèmes de santé qu'on peut avoir, les problèmes sur les enfants. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est souvent les jeunes parents hein, qui passent le pas. Hein. Et c'est bien pour les écosystèmes et pour les insectes, etc. Il y a un énorme débat dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui, mais c'est entre l'agriculture de conservation des sols et l'agriculture bio. En gros, ils disent oui, mais quand tu es bio, tu laboures et donc tu défonces la vie du sol, alors que nous, on met peut-être que 1 litre ou 0,5 litres de glyphosate à l'hectare, mais on laboure plus et donc on a beaucoup de vie. Il y a un gros débat et bien sûr, il y a des pratiques. La bio ne fait pas tout. Je veux dire, il y a une bio industrielle, comme j'imagine ils nous font en Espagne, sous serre, nanana, avec aucun arbre, aucune vie, avec des gens qui bossent à la chaîne, qui sont sous-payés, etc. C'est quelque chose, on ne veut pas de ça. Parce que la bio aujourd'hui, les produits bio, c'est des produits qui sont issus d'une agriculture grasse mécanisée. Ouais, non, mais moi je dis pas qu'il faut
pas mécanisé, hein, je veux dire, on va pas revenir après à un truc où on ferait tout avec nos bras, etc. Il y a des outils qui existent, qu'il faut utiliser à bon escient, qu'il faut utiliser sans excès, et voilà, mais sur l'histoire de la bio locale de saison, déjà, on commence à être plus cool, quoi. On commence à cocher plus de cases. Et le sujet, c'est qu'à 60 millions, on fait comment sans avoir... Enfin, pour l'instant, comme les AMAP, malgré tous les efforts et tous les bénéfices que ça représente, ne percent pas. On peut pas... voilà, à moins de faire des campagnes de pub, et on prend tout le budget de pub de tous les industriels de la bouffe, et on leur demande pendant 1 an d'arrêter leur pub à eux, on fait de la pub pour les AMAP, et on regarde ce que ça donne. Pourquoi pas, regardons. Et peut-être que là, ça peut lancer une vague de conversion de gens en local parce qu'ils se sentent connectés aux gens. C'est ça aussi, hein, c'est que les agriculteurs aujourd'hui, comme je vous le disais, ils n'ont plus de sens, ils ne savent même plus où ils vendent. Enfin, souvent, ils bouffent même pas ce qu'ils produisent eux-mêmes parce que, voilà, et on est déconnectés, quoi. Et je pense que le cahier des charges bio permet de mettre des barrières sur des trucs indispensables, sur la santé, sur la biodiversité. C'est pas suffisant, et nous on est pour renforcer le cahier des charges. Il y a des super trucs, il y a des trucs qui sont mieux, hein, Biocohérence, Nature et Progrès, qui sont des labels. Il faudrait déjà du bioéquitable généralisé, quoi. Il y a déjà toutes les solutions peut-être, et il faut juste... Qu'on soit plein à dire qu'on les veut, et qu'on soit plein à montrer que c'est bien, enfin que le monde d'aujourd'hui ne nous convient pas vraiment, et qu'on est, enfin même convient pas du tout, mais, et qu'on s'indigne de plein de choses, et qu'en fait, il y a des gens qui ont le pouvoir, quoi. Il y a des gens qui ont le pouvoir, qui peuvent faire les choses, qui pourraient. Et on comprend bien, et la démission de l'ancien ministre Nicolas Hulot montre qu'en fait, il y a des lobbyistes. Enfin, l'argent perturbe tout. Pour le moment. Pour le moment, mais toi, je comprends, c'est bien, mais il faut être optimiste, putain. Il faut être idéaliste un petit peu, parce que sinon, on s'accroche à quoi? C'est peut-être... Mais il y a quand même... Enfin, la colère, elle est pas... Il faut la contenir, mais elle reste moteur pour plein de gens d'action, hein. Parce que l'angélisme est de dire « ouais, tout va bien », et tout. J'ai des potes qui sont à fond, qui disent « non, mais t'inquiète, tout va se régler, forcément, on va s'en sortir. » Et ils le pensent presque, quoi. Enfin, ils le pensent, même, je pense. Ils disent « non, ça va », ils ont une foi dans lui, mais très bien, mais en fait, en même temps, eux ne participent pas à la solution. Alors qu'il y a plein de gens qui, pour le coup, sont un peu enragés, en colère, d'autres qui sont trop enragés, trop en colère, qui font rien et qui passent leur temps à casser du sucre sur tous ceux qui essaient de faire des trucs. Mais c'est un gros sujet. Enfin, j'imagine que tout le monde aujourd'hui, vu que tu disais, c'est toi-même qui disais, personne ne peut ignorer qu'on est dans l'effondrement, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 10 ans, ce sujet est devenu un sujet qui arrive dans les familles, qui arrive dans les réunions professionnelles, etc. Et donc, que la posture des uns et des autres commence à s'analyser. On dit « ah ouais, mais en fait, toi, t'es un gros optimiste et t'arrives à agir. Ah, toi, t'as besoin d'être à bout ou d'avoir des désillusions pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller encore plus loin. » Enfin, et chacun comprend un petit peu, et c'est rigolo. Enfin, il y a une société, il y a un monde qui est en train de changer, je pense. On est tous différents et il faut essayer de tous se mélanger, pas s'opposer, et peut-être qu'on y arrivera un petit peu mieux. Ce qui est sûr, c'est que soit on y arrive tous ensemble. Enfin, la tâche est tellement grande qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des gens qui sont infiltrés dans les entreprises, etc., pour les faire changer d'intérieur. On a aussi besoin des extrémistes qui tractent et qui sont jamais suffisamment satisfaits parce que ça va passer loin. On a besoin des gens qui s'occupent du quotidien aussi. Enfin, je parlais des enseignants, des soignants. Enfin, nous, c'est aussi ça qui permet à chacun... On a besoin de tout le monde. Ouais. En tout cas, on a aussi beaucoup besoin de toi, donc merci et bravo pour ton combat. Je ne sais pas si pour conclure, tu avais d'autres messages à faire passer ou d'autres conseils à donner aux gens qui nous regardent et qui sont ce qu'ils sont. Non, mais enfin, merci, je pense,
merci à eux de s'intéresser à ces sujets-là, parce que regarder une vidéo d'1 heure comme ça, c'est pas... Voilà, peut-être qu'il y a plein de gens qui lâchent au milieu, et je pense que le monde de demain, il est à inventer, et je donnais tout à l'heure des pistes. Il y en a une qui me tient à cœur sur le transport et le voyage à la voile. Je pense que découvrir le monde de demain et découvrir là aujourd'hui les autres cultures, ça demande du temps et ça demande un engagement. C'est une aventure, et il ne faut pas la consommer comme les biens de consommation qu'on a, comme la boulimie et je pense du coup que cette idée de redonner de la valeur au temps qu'on passe à faire les choses. Et là, je précise ma pensée, c'est par exemple sur le voyage, sur le fait de dire, eh bien écoute, je vais aller en Amérique du Sud, je vais prendre 2 ou 3 mois, je vais poser 2 ou 3 mois sans solde ou quoi, parce que c'est un voyage et c'est important, et je vais prendre 3 semaines pour y aller, 3 semaines pour revenir. Et ben, je pense que c'est un changement de monde, et considérer qu'en fait tout ne nous est pas dû. Et je vais finir sur un truc sur une citation d'une pièce de théâtre que je trouve génialissime, et donc je fais la pub pour la pièce de théâtre, c'est La Débordante Compagnie, et pourquoi j'y pensé, c'est parce que c'est ce qui nous est dû, elle s'appelle Ce qui m'est dû. Ce qui m'est dû, et donc on pense que tout nous est dû aujourd'hui. Et dans cette pièce de théâtre et de danse absolument magnifique, il termine en disant, je spoil un peu la fin, mais en même temps c'est toute la pièce qui est magnifique, il termine avec une phrase d'Emma Goldman, qui est une révolutionnaire russe qui est des années 20 et qui est partie aux États-Unis, et qui a dit « Moi je veux bien faire votre révolution, si dans votre révolution on danse ». Et donc c'est jamais perdre la joie. Jamais perdre la joie, parce qu'en fait on n'a qu'une vie, et ce serait trop con de passer sa vie à se battre sur des trucs aussi importants en étant en colère. Donc dansons. Maxime de Ronstelant, merci. Merci.